Merci à tous d'être venus ce soir. La soirée que nous allons vous présenter avec Pascal concerne donc la notion de rétrospective. Et pour sortir un petit peu du cadre du Scrum, parce que le terme rétrospective est extrêmement typé méthodologie Scrum, on va parler de manière générale d'amélioration continue et comment éviter le train-train au sein d'une équipe et comment s'assurer que les notions d'amélioration continue soient toujours de vigueur et que l'on soit donc sur des bonnes dynamiques d'amélioration malgré le temps qui passe. D'abord, présentons-nous. Donc, je suis Sébastien Ménétrier. Donc, je travaille à SWAT Agile depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Je suis donc ce qu'on appelle coach agile. J'accompagne les équipes dans leur transition agile. Je suis formateur et je ne travaille pas. Je suis membre du French Kanban User Group. Donc je suis le secrétaire, donc une association qui a pour but de présenter la méthodologie Kanban. Je me permets de faire un petit peu de pub d'ailleurs. Mardi prochain, ici, on organise avec le FCUG tout un tas d'ateliers ludiques pour découvrir le Kanban à travers des jeux d'apprentissage. Voilà, c'était la fin de la parenthèse publicitaire. Moi de mon côté c'est Pascal, donc moi aussi je suis coach agile, donc à la fois en accompagnement d'équipe et aussi en formation et en audit. Et moi je sévis dans le French Scrum User Group, donc c'est une autre association agile qui fait notamment le Scrum Day, qui est un grand événement qui a lieu chaque année. On présente tout ce que c'est que l'agilité, Scrum et le reste à côté. Voilà, donc ça c'était pour nous présenter tous les deux. Si on continue sur la suite, on vous parlait des rétrospectives. Donc là, dans ce que disait Sébastien tout à l'heure, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le fait de booster les rétrospectives. Pas seulement comment on en fait une, mais comment on continue à garder cette énergie au fil de l'eau et pas tomber dans un essoufflement. Alors déjà, on va revenir à la base. On revient au manifeste agile. Dans le manifeste agile, on a le 12e principe qui nous dit exactement, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son processus de travail en conséquence. Ça, c'est un petit peu la fondation de ce qu'on fait en Scrum, c'est qu'on laisse l'équipe décider en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on a vraiment au centre de notre process Scrum la rétrospective. Dans le concret, qu'est-ce que c'est? On a notre process Scrum, on a notre backlog, on va faire nos sprint backlog en planification. Derrière, on va faire nos stand-up meetings tous les jours. On va livrer à la fin, on va faire une démonstration. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire notre rétrospective. On aura fait, on aura produit, et là on se dit, voilà, comment on l'a fait? Est-ce que c'était bien? Comment on peut devenir plus efficace? Plusieurs formats existent. Donc là, on vous en a listé quelques-uns. On va avoir le Matsaglad, par exemple. Donc là, on va demander aux gens de l'équipe de dire ce qu'ils ont rendu fou, donc les vrais gros problèmes, ce qu'il faut absolument jamais reproduire. Le SAD, qu'on voit au milieu, le petit bonhomme qui n'est pas très content en orange, c'est les choses qu'on pourrait améliorer, mais qui ne sont pas dramatiques. Et le GLAD, c'est les choses qui ont vraiment été bénéfiques pour l'équipe et qu'on voudrait pérenniser, qu'on voudrait vouloir reproduire. On a un petit peu équivalent avec ce qu'on appelle le SAMOLO, on va faire same as, more as, less of. Donc on va faire plus d'une chose, autant d'une chose. Le same as, c'est autant de la même chose, donc on continue. More of, on fait plus de quelque chose qui nous a manqué, et less of, c'est des choses qu'on avait en trop ou des mauvaises pratiques. Un exemple aussi qu'on peut mettre en avant, c'est le keep drop start. Keep drop start, on va se dire qu'est-ce qu'on continue à faire, qu'est-ce qu'on arrête de faire, et qu'est-ce qu'on va rajouter de nouveau. Donc là, comment ça va se passer concrètement? On va voir l'équipe qui est réunie, on présente l'exercice, on présente ces 3 colonnes, et on va demander à chacun, de manière unitaire de son côté, de réfléchir à ce qu'il voudrait garder pour les prochains sprints, ce qu'il voudrait commencer à faire, donc les choses qui ont manqué, et les choses qui sont faites en trop ou les erreurs qui ont été faites. Chacun va pouvoir s'exprimer, il va le poser dans chacune des colonnes respectives, exprimer son point de vue à l'équipe. En fonction de ça, derrière, on ira sortir des actions concrètes. Oui, mais souvent, quand on va rester sur ce type, parce que comme vous l'avez vu, c'était des déclinaisons des mêmes concepts. On se met autour d'une table, on réfléchit à ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on peut améliorer. Très bien. Très souvent, au bout de quelques rétrospectives, on va tourner un petit peu en rond. On a différentes dérives qui peuvent apparaître. Alors, une dérive qui arrive très souvent, c'est bien, mais j'ai levé plein de problèmes et ce sont des problèmes sur lesquels l'équipe n'a pas d'action.
Donc rien ne se passe derrière, et rétrospective après rétrospective, on a toujours les mêmes problèmes qui reviennent, et rien ne peut faire. On n'a plus d'idées. Voilà, on pense qu'on a atteint un certain optimal, et voilà, on est un petit peu pépère, on vit sur notre vécu, et tout va bien, et on n'a plus trop d'idées sur améliorer les choses. On incrimine beaucoup les personnes autour. Nous, on est irréprochables, c'est les autres qui bossent mal, et c'est de leur faute. Et la seule manière de nous améliorer, ça serait que les autres s'améliorent. Nous, il n'y a rien à dire. Au final, le plus gros risque qu'on puisse avoir, c'est que le seul axe d'amélioration que l'équipe nous propose, c'est de supprimer la rétrospective. Écoute, t'es bien gentil, mais au final, ça nous prend 1 heure toutes les 2 semaines à toute l'équipe, ça coûte super cher, on pourrait franchement produire à la place. De toute manière, ça sert plus à rien, on est déjà les meilleurs possibles. Le problème, c'est pas nous, c'est les autres, laissons tomber. Alors, évidemment, à la limite, on pourrait se dire, pourquoi pas? Peut-être qu'une équipe est capable d'atteindre un optimal. Peut-être qu'à un moment, il faudrait arrêter de s'améliorer. Alors, revenons un petit peu aux fondamentaux. Une rétrospective, basiquement, ça sert à quoi? Donc on l'a dit, à améliorer le process de manière régulière. D'accord? Donc l'idée, c'est pas de tout casser d'un coup et de tout changer, c'est d'y aller régulièrement par petites touches pour améliorer les choses. Et de manière collaborative. Donc là aussi, un point très important, le côté collaboratif. Pourquoi le côté collaboratif est très important? Pour 2 points. Le point numéro 1, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence collective. Généralement, quand on est bien organisé, en tout cas, on arrive à avoir des meilleures idées quand on va discuter ensemble en groupe que quand on va discuter, enfin quand on ne va pas discuter, qu'on va réfléchir juste tout seul dans son coin. Et puis le côté collaboratif, ça va aider aussi à l'appropriation des idées. Si j'arrive au sein d'une équipe et que je vous dis « Bon, écoutez les gars, c'est très bien, je vous ai regardé bosser pendant 2 semaines. Pour améliorer votre manière de bosser, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Allez, au revoir. » Bon, si l'équipe est sympathique, elle va tenter un petit peu. Si elle n'a pas envie, elle va m'envoyer paître et limite, elle aura totalement raison. Alors que si ce sont des décisions que l'on a prises ensemble, collaborativement, je suis partie prenante de la définition du problème, de la définition de la solution, je vais appliquer ce que l'on a décidé ensemble. D'accord? Donc l'aspect collaboratif est extrêmement important. Et donc, pour ajouter encore un chouille de théorie derrière tout ça se met en place dans un cadre beaucoup plus large. D'accord? La rétrospective, c'est très bien, mais c'est un des moyens de mettre en place ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'amélioration continue, ça a été théorisé pour trouver pas mal de choses, par exemple dans les écrits des gens qui bossaient chez Toyota dans les années 50, donc c'est quelque chose qui date de bien avant nos problématiques informatiques. Au japonais, on parlera de Kaizen, par exemple, donc vous pouvez trouver tout un tas de littérature là-dessus. Nous, ce qu'on appelle rétrospective, c'est juste s'inscrire, c'est une manière de mettre en place cette amélioration continue qui est donc théorisée depuis très très longtemps. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le PDCA, Plan Do Check Act, c'est une manière de mettre en place de l'amélioration continue qui est très utilisée dans le monde industriel. On appellera ça aussi la route Deming. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui est donc très intéressant de comprendre, partant de là, c'est qu'on peut toujours améliorer notre process. Notre process n'est jamais optimal. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Et en plus, autour de nous, le contexte évolue. C'est-à-dire que même si par le plus grand des miracles, on avait réussi à trouver le process ultime qui répond à toutes nos problématiques, c'est très bien, mais 3 mois plus tard, il est peut-être plus aussi optimal parce que les contraintes autour de nous ont changé. Alors un exemple que on rencontre dans tous les projets informatiques du monde, vous avez avant et après la première mise en prod. D'accord? Vous avez trouvé une super manière de mettre en place votre Scrum. Ça roule super bien. Vous livrez toutes les 2 semaines, ça se passe magnifiquement bien. Et puis, au bout d'un moment, vous avez réussi à construire un produit qui a fonctionnellement du sens, donc vous le balancez en prod. Et là, en prod, y a des bugs qui vont arriver.
Votre process, il va falloir le faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas continuer juste à travailler sur votre rythme de 2 semaines et tiens, j'ai un bug bloquant, ok, bah, je le prends en compte dans 2 semaines, je te livre 2 semaines encore plus tard, on va attendre un mois et c'est bon, j'ai corrigé. Il va falloir changer votre process. C'est un exemple de contexte qui évolue et qui vous oblige à vous améliorer, à changer votre manière de faire. Donc, il faut toujours s'améliorer. La rétrospective est toujours nécessaire. Supprimer la rétrospective de votre process n'est pas une bonne idée. Alors reste la question, ok, mais dans ce cas-là, comment on fait pour que les gens continuent à avoir envie de faire des rétrospectives et comment on fait pour que nos rétrospectives soient toujours productives? Alors, une des manières de faire, c'est de savoir ce qu'on attend de nos rétrospectives. Et donc, on va vous proposer 4 types de rétrospectives qui, à notre sens, répondent à 4 besoins différents. Donc ça, c'est une proposition qu'on voulait vous amener. C'est pas du tout quelque chose qu'on va trouver dans la littérature. Ça sort vraiment de notre réflexion personnelle. On s'est dit, il y a des rétrospectives. Ce qu'on veut pour être efficace, c'est savoir ce qu'on attend. Donc, ce qu'on veut en retirer. Donc, on a essayé d'identifier, nous, 4 types de rétrospectives suivant ce qu'on attendait d'elles à chaque fois. Le premier type qu'on va mettre en avant, c'est celle qui est la plus souvent vue, c'est la rétrospective exploratoire. Donc, à travers ça, on veut dire, on ne connaît pas nos problématiques. On veut les découvrir et y poser des solutions. Donc, un plan d'action derrière qui va être sur quelque chose qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ça, c'est le premier type et qui finalement est celui qu'on va rencontrer le plus souvent. Le deuxième type, c'est une rétrospective ciblée. Celle-là, elle va apparaître naturellement dans certaines équipes. C'est-à-dire qu'on va se dire on a un véritable problème que tout le monde connaît et qui va nous empêcher de réfléchir à tout le reste. Donc, on va se dire on va faire une rétrospective uniquement sur ce point-là. Quand on aura résolu ce point-là, on pourra s'attaquer aux autres choses, à dire ah tiens en fait, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres problèmes? Mais on a celui-là qui est une épine dans le pied qu'on va vouloir résoudre. Donc, on va pouvoir cibler notre action en se disant, là, on ne va pas parler de tout le reste, on ne va pas se disperser. On fait un point et un seul. Le troisième type qu'on a identifié, c'est les rétrospectives avec invités. Généralement, on fait les rétrospectives avec l'équipe. Là, on peut se dire, on a un problème identifié avec quelqu'un, ou des problèmes, on ne connaît pas lesquels, qu'on n'est pas ciblé, mais on sait que c'est autour de cette équipe, ou autour de cette personne. Et bien du coup, on va l'inviter, on va inviter une personne ou plusieurs pour réfléchir ensemble aux problèmes d'interaction. Donc là, on va attendre une résolution sur les relations entre cette personne et le reste de l'équipe. Et le quatrième type qu'on voulait mettre en avant, c'est ce qu'on a appelé par un magnifique oxymore, les rétrospectives anticipatoires. Le copyright est chez Sébastien. L'idée derrière ça, c'est de se dire, on va essayer de faire une rétrospective, mais pas sur quelque chose qu'on a déjà vécu, mais sur quelque chose qu'on anticipe. On sait qu'on va avoir un changement, on sait qu'on va avoir des problèmes, et on va essayer d'anticiper et de prévoir un plan d'action pour ne pas tomber dans les écueils. Donc là, on est complètement dans une démarche différente de quelque chose d'exploratoire en disant on a vécu ça, on est en train de se projeter en disant on risque d'avoir tel ou tel problème. Comment s'en prémunir? Quelles sont les actions pour anticiper les problèmes et se prémunir de ces problèmes? Si on rentre un peu plus dans le détail, c'est pas ce bouton. Donc, c'est parce qu'elle est à l'envers, ça marche mieux comme ça. Les rétrospectives exploratoires. On va avoir le Keep Drop Start qu'on a vu, qui permet de dire voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je veux arrêter de faire, ce que je veux continuer à faire et ce que je veux faire de nouveau. On va en avoir d'autres, un élément issu des Innovation Games qu'on appelle le Speedboat. Donc le Speedboat, c'est ce que vous voyez ici en dessin. C'est un joli petit bateau avec une île et dessus, on va y venir y coller du vent. C'est ce qui va représenter ce qui fait avancer le projet, et des ancres qui vont ralentir notre projet. L'île va représenter dans cette métaphore le but ultime que veut atteindre l'équipe. Donc là, en fait, sous forme de dessin, on va demander aux gens de modéliser sur ce mode de fonctionnement ce qui ralentit ou ce qui fait avancer le projet. Quelque chose que j'aime bien faire quand je fais cet exercice, c'est de laisser le dessin ouvert. Donc, on va pouvoir rajouter des éléments. On a eu des équipes qui nous ont rajouté des requins, qui représentaient les risques. Le plus innovant que j'ai vu, c'est un poulpe, pour nous dire, ça c'est flou, on ne sait pas ce qui se passe, ça nous génère du flou. C'est pas un vrai risque, mais ça nous génère du flou. Donc c'est un poulpe, une espèce de truc au milieu qui nous jette de l'encre.
Voilà, laissons le dessin ouvert. Il s'agit de créer là de l'innovation, de se dire, voilà, c'est quoi nos vrais problèmes? On peut parler de tout. Donc là, on est vraiment dans le côté complètement exploratoire. Un autre élément, c'est le rétrospectif type Jeopardy. Le Jeopardy, je ne sais pas si vous connaissez le jeu télévisé. Le principe du jeu, c'est on ne va pas poser une question aux gens, on va poser une réponse. On aura par exemple les tests. C'est une réponse. Maintenant, on va demander aux gens d'imaginer la question associée. Donc ça va nous permettre d'avoir un ressenti et de faire émerger des problématiques ou des éléments positifs liés à une thématique qui sera notre réponse. Donc on inverse un petit peu le questionnement. L'idée derrière est de réfléchir différemment à nos problématiques et d'essayer d'explorer de nouvelles pistes. On se pose la question différemment quand on arrive sur une réponse plutôt que de dire quel est ton problème. Là, on a déjà posé le cadre, par exemple on dit les tests, on a posé un cadre complet sur lequel les gens vont réfléchir, en inverse. Et enfin, un autre type, sur lequel il y a un très bon article sur le blog de SWAT, qui est une rétrospective qu'on appelle le génie, où là, en fait, on va se positionner dans le monde des mille et une nuits, et on va essayer d'imaginer que nous avons un génie d'une lampe qui va pouvoir exaucer tous nos souhaits. Et là, on va demander à l'équipe d'exprimer, donc sur un nombre limité de souhaits, soyons raisonnables dans notre imagination, on va demander si on pouvait changer le monde sur le projet, quelle serait la solution magique. Donc là, on va s'affranchir de toutes les contraintes habituelles en disant on n'a pas les moyens, on ne pourra pas faire ça. On va dire tout est possible, quel serait l'idéal. Et derrière, on va réfléchir sur un plan d'action, c'est-à-dire mais comment pouvons-nous nous rapprocher le plus possible, avec nos contraintes, avec nos moyens, de ce qui serait le cas idéal du génie dans sa lampe qui nous aiderait à résoudre. Donc là, vraiment, on essaye toujours de sortir du cadre pour explorer les problématiques et les solutions. Voilà, sur plus de détails sur ce type. Autre type, c'est les rétrospectives ciblées. Donc là, il nous faut un problème connu. Généralement, ça se prépare. On ne peut pas arriver en disant on va voir en cours de route si on a un problème ciblé. Donc on va arriver ici avec un certain nombre d'éléments, donc des métriques, des rapports, des faits qui montrent que ce problème existe bien. Donc on va essayer déjà de prime abord de qualifier notre problème et d'arriver avec des éléments concrets. Voilà ce qui nous pose problème. Ce n'est pas un problème vague, c'est un problème qu'on a bien circonscrit sur lequel on peut commencer à réfléchir. Et derrière, on va pouvoir y coller des techniques sur lesquelles vous verrez plein de documentation, des techniques de résolution de problèmes. Là encore, un article très bon sur le sujet, sur le blog de SWAT, où vous pouvez voir différentes techniques de résolution de problèmes. On va en citer deux majeures. La première, celle de droite, c'est celle qu'on appelle la technique des 5 pourquoi. L'idée est d'essayer de retrouver la cause racine d'un problème en se posant la question collégialement, pourquoi avons-nous ce problème? Donc imaginons par exemple, j'ai de l'eau qui coule dans ma salle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai de l'eau qui coule du plafond. Très bien. Donc, une des solutions qu'on pourrait mettre en place, c'est de mettre un seau pour empêcher que l'eau coule. Très bien. Mais là, on n'est pas sur la cause racine. Donc on va regarder, pourquoi est-ce que j'ai de l'eau qui coule dans ma salle? Parce que j'ai un trou au plafond. Ou parce que j'ai beaucoup d'eau qui s'accumule au-dessus du plafond. Pourquoi j'ai beaucoup d'eau qui s'accumule au plafond? Parce que une des canalisations supérieures a un trou. Donc là, on va plutôt aller remonter à la cause racine, cette canalisation qui est percée, et on va aller corriger directement cette cause racine pour ne pas traiter un effet, mais bien la cause réelle. Si je peux me permettre une analogie, pour les fans du Dr House ou d'autres séries médicales, hein, l'idée c'est de ne pas soigner les symptômes, mais de trouver la maladie. C'est exactement ça. Donc on va essayer de remonter à la cause racine pour avoir une action qui est pérenne et qui va durer dans le temps. Une autre technique de résolution de problème, c'est celle qu'on appelle la méthode des 6 chapeaux. La méthode des 6 chapeaux, on va avoir 6 chapeaux qui sont comme ça, donc soit des vrais chapeaux, si vous avez une grande collection de chapeaux, soit en virtuel. Mais l'idée est de dire, on a différents chapeaux qui vont représenter des états d'esprit de discussion. Donc on va avoir le chapeau vert qui va être tous les côtés positifs, le chapeau rouge qui va être tous les côtés négatifs, on va avoir le chapeau jaune, je crois, qui sont les faits, et un des chapeaux, je ne sais plus lequel, qui va exprimer le ressenti. L'important, c'est de se dire, on a différents états d'esprit et on va tous parler dans le même état d'esprit. On ne va pas avoir des personnes qui vont dire « ça, c'est pas bien » et d'autres qui vont dire « ça, c'est bien ». On va tous parler en même temps du même axe sur le problème. Donc ça permet de réfléchir ensemble aux différentes problématiques sur un même problème pour en tirer des solutions et parler de la même chose au même moment. Donc ça permet de synchroniser toutes les énergies sur
une facette du problème, et bien sûr de circonscrire toutes les facettes du problème. Je n'entre pas plus dans le détail des techniques de résolution de problèmes, il y en a beaucoup, et elles apportent tous quelque chose. Donc là encore, je renvoie sur la littérature, mais sachez que pour ce type de rétrospective, on va vraiment pouvoir utiliser tout cet outillage complet de techniques de résolution de problèmes pour arriver à quelque chose sur notre problème ciblé. Alors, je vais reprendre la main. Donc maintenant, que ce soit les rétrospectives ciblées ou que ce soit nos traditionnelles rétrospectives exploratoires, on peut parfois trouver intéressant de les faire avec des invités. Alors, effectivement, de base, derrière l'idée de rétrospective, c'est l'équipe qui réfléchit à une manière de mieux s'organiser. Et ça peut être effectivement bénéfique et sain que l'équipe le fasse dans son coin, à l'abri des pressions extérieures, à l'abri des contraintes, et qu'elle puisse parler de choses que peut-être les gens autour ne comprendraient pas. C'est très très bien. Néanmoins, de temps en temps, il y a des problèmes qui vont sortir du cadre strict de l'équipe. Et de temps en temps, il y a on va avoir besoin d'autres personnes pour nous aider à résoudre nos problèmes. Et puis de temps en temps, le problème sera la relation avec une personne. Alors on va éviter de dire que le problème c'est la personne, mais du moins on a un souci de relation avec cette personne-là, le process n'est pas bon. Donc plutôt que d'en parler dans notre coin, autant l'inviter. Donc voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi avoir des invités? Alors on peut aussi, effectivement j'en ai pas parlé, utiliser des invités pour nous apporter un avis externe. On peut aussi utiliser des invités pour dépassionner le débat. Il y a des tensions au sein de l'équipe. On n'est pas vraiment dans la recherche de solutions, on est dans la recherche de coupables. Ça peut être intéressant d'avoir une personne extérieure qui vienne nous aider à pacifier les choses et à organiser les choses de manière plus factuelle. On peut aussi profiter d'expériences d'autres personnes. On est confronté à telle problématique, je sais que l'équipe d'à côté l'a déjà rencontré cette problématique et l'a manifestement déjà résolue. Je vais demander à un membre de l'équipe d'à côté de venir participer avec nous pour nous présenter, eux, comment ils ont résolu leurs problèmes, et on va pouvoir échanger, savoir est-ce que ça va pouvoir se mettre en place de manière identique ou avec des adaptations dans mon contexte à moi. Et puis donc, celui dont je parlais précédemment, on va pouvoir se focaliser avec une interaction précise. Le process de livraison avec la prod est assez chaotique, faisons une rétrospective avec un représentant de la production et discutons ensemble de ses attendus, de ses ressentis aussi, pourquoi pas. Nous, on va présenter nos contraintes à nous et on va pouvoir construire ensemble la solution qui va permettre d'améliorer le process de relation avec la prod. Ça peut être la prod, ça peut être le product owner, ça peut être... Voilà. Petit aparté d'ailleurs, on se pose souvent la question, et on nous pose souvent la question, nous, quand on va mettre en place du Scrum dans une équipe, de savoir, mais est-ce que le Product Owner doit participer à la rétrospective ou pas? Alors, on n'a pas forcément exactement la même réponse là-dessus. Moi, ma réponse, c'est généralement oui, de temps en temps. Pas oui, tout le temps. Pourquoi pas oui tout le temps? Parce que des fois, dans la rétrospective, on va parler de sujets extrêmement techniques, qui ne vont pas forcément concerner le product owner. Et puis, des fois, la rétrospective, on a besoin de parler vraiment juste entre nous, sans œil extérieur. D'accord? Donc, faire venir le product owner tout le temps, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Par contre, le faire revenir régulièrement, ça reste extrêmement intéressant. Et dans ce cas-là, quand le product owner est là, et de manière générale, à partir du moment où on a un invité, on va focaliser notre discussion, focaliser et trouver la bonne manière d'animer notre rétrospective entre les différentes choses dont on a déjà parlé, et puis il y a plein d'autres techniques. On vous parlera en conclusion d'endroits où vous pouvez trouver tout un tas d'autres techniques d'animation. Donc l'idée, c'est qu'on va focaliser notre attention sur l'interaction de la personne qui est là. L'idée, c'est on ne va pas faire perdre du temps à quelqu'un, faire venir quelqu'un de la prod et puis passer la rétrospective à parler de nos problèmes de tests unitaires. Alors, strictement aucun intérêt, d'accord? Donc, si on fait venir un invité, il faut focaliser l'attention de notre rétrospective sur cet invité-là. Donc, qui? On en a déjà un petit peu parlé, mais d'autres exemples, voilà. Donc, le product owner, effectivement, souvent, ça va être lui. Ça reste quand même, la plupart du temps, l'interlocuteur privilégié de l'équipe.
l'interlocuteur du moins le plus fréquent de l'équipe, mais ça peut être donc l'équipe de prod, ça peut être des équipes de test. Au final, n'importe qui avec qui l'équipe est amenée à interagir. Et puis encore une fois, donc des personnes qui auraient pu rencontrer des problèmes similaires, et puis pourquoi pas un animateur extérieur. Donc là, comme je disais tout à l'heure, hein, souvent pour dépassionner les débats, ça peut être très intéressant. Dans des équipes qui sont vraiment en situation de crise, ça peut être extrêmement profitable. Alors, on peut aussi effectivement faire venir des personnes de la hiérarchie. Alors, à manipuler avec précaution, mais néanmoins, des fois on a besoin d'escalade. Des fois on ne peut pas gérer le problème. Des fois les gens ne veulent pas venir ou n'arrivent pas à trouver le temps ou ne veulent pas trouver le temps. Donc ça peut être aussi intéressant, quand on est dans des situations de blocage, de faire des rétrospectives avec des gens un petit peu plus au-dessus de nous dans la hiérarchie. Alors attention pour ce genre de rétrospective, il faut se montrer diplomate, il faut rester factuel. D'accord ? Et de manière générale, dans toutes les rétrospectives avec des invités, commencez pas par agresser les gens qui sont là. Ils ne reviendront plus, de toute manière, vous allez pourrir la situation, votre rétrospective ne servira à rien. D'accord ? Donc, de manière générale, c'est important d'être factuel dans les rétrospectives, mais encore plus dans la rétrospective avec invité. Il ne faut pas que les gens se sentent agressés. Et donc, on peut aussi faire des rétrospectives avec des gens de la hiérarchie aussi, pour pourquoi pas prendre des décisions d'ordre stratégique, réorienter un projet, accepter pour une équipe qui ne fonctionne pas forcément en mode projet, pour accepter d'autres projets, décider ensemble de ce qu'on est capable de faire, etc. Voilà, on peut aussi utiliser les rétrospectives pour ce genre de choses. Enfin, on va repartir dans l'oxymore, donc les rétrospectives anticipatoires. Donc là, l'idée, ce n'est pas de regardons ce qui s'est passé et essayons d'améliorer notre process, c'est plutôt imaginons ce qui va se passer et dans ce cadre-là, essayons d'anticiper les risques pour que les problèmes ne se présentent pas ou se présentent de manière amoindrie. Alors, pour les rétrospectives anticipatoires, moi j'aime beaucoup me baser sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Luc Oman, qui a écrit un livre qui s'appelle Innovation Games, qui présente tout un tas d'exercices qui permettent de se projeter dans l'avenir et de créer de l'innovation, de créer des solutions, de penser à des process, etc. Pascal vous a présenté tout à l'heure le speedboat. Le speedboat, c'est parfait, on peut s'en servir pour qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut aussi se servir du speedboat sur le qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ne plus être dans le qu'est-ce qui nous ralentit, mais être dans le qu'est-ce qui pourrait nous ralentir, et sur quoi on pourrait s'appuyer. Ça, c'est extrêmement intéressant dans un début de projet ou dans un changement majeur de phase de projet. Hein, typiquement, l'exemple que je donnais tout à l'heure, au moment de la première mise en prod. Ok, donc en phase projet, tout se passait bien. Maintenant, on est un mix entre une phase projet et une phase maintenance. Quels sont les problèmes qui pourraient nous arriver ? Et essayons de les anticiper. D'accord ? Donc cette fois, le speedboat n'est plus dans le qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment, j'ai un objectif à atteindre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Sur quoi je peux m'appuyer ? Et là, l'idée, c'est ensuite de récupérer donc tous nos problèmes et en faire ce qu'on appelle une matrice de risque. Ok, j'ai plein de problèmes. Maintenant, je vais essayer de les qualifier, mes problèmes. Mais les qualifier suivant deux axes. Le premier axe qui va être quel est, à mon avis, le risque que ce problème arrive. D'accord ? Peut-être que ça arrivera ou ok, on a 9 chances sur 10 de le prendre celui-là. Et le deuxième axe, c'est est-ce que ce problème va être extrêmement impactant ou est-ce qu'il va être juste gênant ? D'accord ? Donc, grâce à mon speedboat, j'ai exprimé tous les risques, je les prends, je les classe. Alors quand je dis je, c'est on les prend, on les classe, hein, toujours intelligence collective, on va bosser tous ensemble. Et ce qui va nous permettre, une fois qu'on a classé nos risques, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Je vais commencer par travailler bien évidemment sur les risques les plus impactants qui ont la plus forte probabilité d'arriver. Et puis ensuite, je vais pouvoir travailler, alors
suivant mes stratégies, généralement, ça va être sur les risques les plus impactants qui ont peu de probabilité d'arriver. Si je pense que cette probabilité peut augmenter, si c'est peu probable maintenant, mais ça va bien arriver un jour. Enfin voilà, en tout cas, j'ai ma matrice de risque. À partir de là, je vais pouvoir me faire une stratégie et prioriser mes actions pour minimiser l'arrivée des risques. Ok ? Un autre exercice qui est assez sympathique, c'est le Remember the Future. Alors, le Remember the Future, c'est j'ai un objectif, je dois faire une livraison sans accroc en production le 15 mars. Bien. Alors, on va faire un petit exercice tous ensemble et on va imaginer, nous sommes le 16 mars et ma livraison s'est effectivement passée sans accroc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé la veille pour que ça se passe sans accroc ? Telle action et telle action ont dû se dérouler. La mise en prod s'est bien passée. Ok. Et la veille encore, qu'est-ce qui s'est passé ? Le PV de prod était bon, j'avais déposé les packages au bon endroit, etc., etc. Et on va remonter et on va voir toutes les actions et éventuellement des embranchements. Pour que telle action ait lieu, il faut avoir fait et ça et ça. Et pour que ces deux actions aient lieu, il faut avoir fait etc., etc. Et je vais remonter et je vais pouvoir, en réfléchissant ensemble, essayer de voir quelles sont toutes les actions que je vais devoir faire pour que mon projet se passe bien. Donc c'est un Remember the Future. Donc là aussi, c'est un très très bon exercice à faire en début de projet ou lors des grands changements de phase de projet. D'accord ? Encore une fois, l'idée c'est d'anticiper et peut-être même de se rendre compte très rapidement que, alors, pour que effectivement j'ai bien livré et qu'on fasse tous la fête le 16 mars post-livraison de projet, il faut que je commence à travailler le 1er octobre. Oups. Mais donc là, on peut savoir très rapidement, enfin c'est un exemple caricatural, mais on peut savoir aussi assez rapidement si on est capable de tenir ou pas les objectifs. Ça marche plutôt pas mal. 2 exercices, encore une fois, dans le bouquin de Lucoman Innovation Games. Je vous le montrerai tout à l'heure, j'irai le chercher là dans le bureau, si vous voulez le feuilleter. Il y a plein d'autres exercices de ce type-là qui nous permettent d'anticiper les choses et essayer de se prémunir des risques. Quelques conseils maintenant d'ordre généraux. Alors effectivement, si on est plus sur quelque chose de général, les conseils de base, le premier, je dirais, c'est de timeboxer. C'est hyper important de se dire, on a une fenêtre de temps et on la dépasse pas. Un des principaux problèmes quand on en a marre des rétrospectives, c'est celles qui tournent en rond et qui durent très longtemps. On ne maîtrise pas le temps. Du coup, on s'enlise dans des choses et les gens vont dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si on a pour 5 heures, 6 heures, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut essayer de se cadrer et de se dire, on ne dépasse pas. Deuxième point, c'est qu'il faut aller faire parler les timides. Donc ça, c'est très important. La personne qui va animer la rétrospective aura à charge de bien voir que tout le monde s'exprime. On a très souvent des gens qui sont plus à même de parler et on va se retrouver qu'avec leur avis à eux. Et ceux qui sont plus timides, en fait, vont jamais s'exprimer. Et du coup, on n'aura pas une vraie décision collective, on aura une décision de ceux qui parlent le plus fort. Donc là, attention, vigilance, il faut vraiment aller les chercher. Un autre point, on a déjà un petit peu évoqué, mais il faut toujours se focaliser sur du factuel avec des retours neutres. Il faut dépassionner les débats. Et ne pas hésiter à cadrer et recadrer. Pourquoi ? Parce que si ça commence à dériver, ça peut très vite arriver sur des points personnels. Et là, on va braquer tout le monde. Et une fois qu'on est dans ce cadre de ressenti, on n'arrivera pas à trouver sereinement des solutions. On va se centrer sur les personnes n'ont pas fait le bon travail. Toujours sur rétrospective, on va parler du process. C'est le process qui ne va pas. C'est très rarement les personnes qui sont mal intentionnées. Donc on va partir du principe dans nos rétrospectives que les gens ont essayé le plus possible de faire bien leur travail. Donc il y a un problème dans l'organisation. Pour recadrer, on va essayer d'éviter les polémiques. Donc si on voit que ça part sur quelque chose qui est beaucoup plus ressenti que factuel, alors attention, pas de polémique, revenons à la base, aux mesures et aux faits. On va éviter les règlements de compte. C'est pas une personne contre une autre. C'est sur le process, comment ça nous a handicapés. Pas, tu aurais dû faire ça, tu ne l'as pas fait. Non, on aurait dû faire tel élément, ça n'a pas été fait pour une raison. Il y a un fait, ça nous a handicapés de telle manière. Comment s'en prémunir ? Jamais d'attaque personnelle, très important, parce qu'après on peut avoir des gens qui du coup ne participeront plus jamais s'ils se font attaquer ne serait-ce qu'une seule fois en rétrospective. Et tout le monde doit être positif. On va toujours se centrer sur une orientation et un dialogue vers les bonnes choses à apporter, comment s'améliorer. Et pas, ça c'était pas bien. Non, on reste positif, comment on va s'améliorer. D'autres conseils, donc le Scrum Master ou du moins l'animateur de la rétrospective
va cadrer la réunion. Donc c'est lui qui va être en charge, c'est l'animateur de la réunion qui va être en charge de ce cadre qu'on a vu précédemment. Donc c'est important d'avoir une personne identifiée qui va se charger de maintenir ce cadre-là. Et il ne faut pas hésiter à demander à un participant de ne pas venir. Donc il y a des gens qui s'invitent régulièrement en rétro, c'est ce qu'on voit très souvent dans le cadre de nos accompagnements. C'est moi, ça me donne de la visibilité et en plus je peux faire passer des messages à l'équipe. Il faut faire comprendre que la rétrospective, elle n'est pas là pour faire passer les messages de la hiérarchie ou de certaines personnes. Elle est là pour trouver des solutions de manière collective. Donc il ne faut pas hésiter, quand on cadre une réunion de ce type, à dire « vous n'êtes pas productif dans cet atelier ». On pourra faire un autre point avec l'équipe, mais ce n'est pas le but de la rétrospective. La rétrospective, on travaille collaborativement pour trouver des solutions à nos problématiques réelles. Et pas, j'écoute une personne qui va s'accaparer la réunion et qui va l'amener dans le message qu'il veut faire passer. Non, on est là pour faire parler tout le monde. Bien sûr, ce genre de choses, il faut le faire subtilement. Encore une fois, on parle de diplomatie. Quand le grand chef dit « moi je veux venir et si vous ne me faites pas venir, c'est que vous avez des choses à me cacher », ça va nous attirer plus de problèmes qu'autre chose. Donc comment le faire subtilement? Ça va dépendre des cas. Des choses qui peuvent être faites, c'est de faire 2 rétrospectives. Une rétrospective plus ou moins interne et une rétrospective qui sera dans le cadre des rétrospectives avec invités, où on va se concentrer sur les points que lui va vouloir voir et les problématiques qu'il veut résoudre avec l'équipe. Donc on va vraiment être dans 2 phases, une rétrospective exploratoire et une rétrospective avec invités pour ce genre de personnes. Pour continuer dans les conseils, ce qui est important et ce qui est souvent oublié, c'est de parler des succès. C'est intéressant de revenir sur les bons points. Ça paraît tout bête, mais très souvent on se dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on l'améliore? Et des fois on pourrait se dire mais qu'est-ce qui a bien marché pour qu'on le pérennise? Ça, surtout dans les équipes où il y a pas mal de problèmes, s'attarder sur les quelque chose qui vont bien, ça peut faire beaucoup de bien et remobiliser l'énergie positive. Donc ça c'est quelque chose de tout bête et qui a un effet très très important. Si je peux me permettre pour illustrer, donc le keep drop start dont on a parlé au début, c'est qu'elle se fait une rétrospective en se disant qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce qu'on peut essayer. Et moi ça arrive assez souvent en rétrospective qu'il y a des gens qui nous disent ouais mais donc on met des sujets et puis après on vote sur les sujets sur lesquels on va parler parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et les gens me disent oui mais pourquoi on met des choses dans la colonne keep? On sait bien qu'on ne va pas voter dessus et on sait bien qu'on ne va pas en parler. Donc ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et ce que je leur explique, c'est non, et ce n'est pas une perte de temps, c'est important de parler aussi des choses qui se passent bien. Déjà, c'est important aussi pour le moral de l'équipe, c'est important de se rappeler que notre projet n'est pas une catastrophe. Et si on fait toutes les 2 semaines une réunion pour parler que des problèmes, on peut arriver à être dans un état d'esprit où de toute manière tout va mal. Et perdre de vue que non, mais au final on fait quand même du bon boulot. Donc c'est effectivement très très important de se le rappeler régulièrement. Et au-delà de l'aspect moral, on a quand même le côté où on essaye de pérenniser ces résultats positifs. Il serait dommage d'attendre de perdre quelque chose pour dire « Ah, ça, on le faisait bien avant, alors maintenant, on va le remettre dans le start parce qu'on l'a perdu. » Non, gardons-le en ligne de mire. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui apporte du succès. Comment faire pour le conserver? Ça, très souvent, c'est oublié, c'est la nature humaine. Toujours garder en tête de le ramener et de dire « Parlons aussi des succès. » Dans la même lignée, on peut aussi jeter les fleurs. Alors jeter les fleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas oublier de valoriser les personnes de l'équipe quand elles ont fait particulièrement du bon travail ou une mobilisation plus importante. C'est pareil, ça paraît complètement facile de le faire, mais c'est souvent oublié. On se dit souvent, bah, c'est fait, c'est bien fait, c'est bon, pas besoin d'insister sur le sujet. Il ne s'agit pas d'insister énormément, il s'agit juste de dire, là, on le note, tout le monde l'a vu, et c'est important ce genre de mobilisation. Pareil, là, on va être plus sur le côté mobilisation morale de l'équipe. Attention à ne pas le faire trop sur une équipe chez qui ça ne va pas bien. C'est une mauvaise idée. Si personne n'a envie de jeter de fleurs, on va plutôt souligner le problème. Moi, je l'ai fait sur une équipe où c'était pas le bon moment. Bon, très vite, on passe à la suite. On ne s'attarde pas en disant, oui, trouvez quelque chose, n'importe quoi qui pourrait leur faire plaisir. Non, on oublie ça. C'est dans le cas où il y a des choses qui vont bien et qu'on peut le souligner. Des petits conseils aussi d'ordre pratique. Quelque chose qui peut être assez rigolo, c'est d'organiser des élections de user story. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, ça fait un moment qu'on travaille sur certains sujets, des user stories. À l'avis de l'équipe, quel était le sujet qui vous a le plus motivé, le plus plu? D'un point de vue éventuellement technique ou d'un point de vue fonctionnel. Quel est l'élément dont ils se sentent le plus fiers? Et là, ça va être un moyen, à moindre coût, de faire émerger un point positif qui n'a pas forcément été vu. Et là, on pourra partager en disant, ça c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'on a pu résoudre tel problème, parce qu'on a mis en place cette architecture pérenne, cet élément complexe qu'on n'avait pas vu de solution. Et là, on l'a amené en place. Et on a quelque chose qui construit peut-être une brique globale. Eh bien, parler de ce point-là,
c'est aussi assez intéressant, c'est une façon assez ludique de le mettre en place. On peut aussi faire des votes de confiance. Donc là, on va organiser un vote avec tout le monde pour voir est-ce que les choses se passent bien, est-ce que vous êtes confiant sur ce qu'on va pouvoir mettre en place, sur certains points. Donc ça, attention, c'est vraiment à cadrer. Il faut bien cadrer sur quoi on vote, comment on vote, et que ce n'est pas ça qui va forcément diriger une stratégie ou un plan d'action. C'est plutôt, on prend votre ressenti pour récupérer l'avis des gens sur le point positif, mais voilà, ne pas aller trop loin, ne pas promettre de choses. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le rôti. Le rôti, c'est un vote à main levée qui permet de dire est-ce que j'étais content de la réunion ou pas. Sur un point, c'était pas terrible, 5 points, c'était génial. Donc c'est un outil très simple qui permet de nous faire prendre conscience est-ce que notre réunion, notre rétrospective a servi à quelque chose ou pas. On aura très vite la sanction. Si on voit que tout le monde a une note assez basse, bon, on a raté notre rétrospective. On n'était pas sur le bon sujet, on n'était pas bien préparé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout le monde au contraire dit, là, on a bien avancé, on a apporté des choses, bon, on est dans la bonne tendance. Petit outil simple qui permet d'avoir un retour direct. Si je peux me permettre, oui, rôti, c'est retour sur le temps investi. Tout à fait, ce n'est rien à voir avec les plats culinaires. Tout à fait. Bonne remarque. Continuons sur les conseils. Un élément qui est intéressant aussi, c'est de faire des petits jeux en introduction. Donc on a ce qu'on appelle les brise-glaces. Souvent pour les gens qui ne se connaissent pas, mais même pour une équipe qui se connaît, c'est assez intéressant de rentrer dans l'exercice de la rétrospective par quelque chose d'assez ludique et d'assez concret. Par exemple, donc on a différents exemples, par exemple le web humain. Le web humain, ça va être le concept, on va prendre une pelote de laine et on va le passer de personne en personne sur un élément qui nous rapproche. Donc on pourra dire, moi j'ai travaillé sur la partie front, sur la page de login, et lui aussi, donc je vais lui passer le relais. Et ainsi, on va matérialiser les points communs entre chaque personne. Donc, petit jeu, ça nous permet de faire bouger les gens et de rassembler un petit peu les équipes, mobiliser les équipes. C'est-à-dire, on a travaillé ensemble sur tel ou tel sujet, nous avons tel point en commun. Un autre exemple, c'est les énigmes. Essayer de poser des petites questions sur le projet, sur le contexte, sur les nouveautés, l'actualité, permettre de mobiliser un peu tout le monde en disant « Ah, sous forme de jeu, on se pose les questions sur ce qu'on fait, nous, sur notre projet ou sur l'entreprise. » Bien sûr, on va pouvoir amener des éléments intéressants d'actualité là-dedans, mais le principe, c'est d'éveiller la curiosité et de vivifier un petit peu le débat. Une fois qu'on est sorti de ce jeu-là, avec ces mécanismes ludiques, on pourra en sortir en disant bah, « Maintenant, je suis prêt. Tiens, en fait, moi, j'ai une idée. Je voudrais qu'on parle de tel point, de tel point, de tel point. » Voilà, ça permet de lancer un petit peu les débats. Pareil, on a un élément qu'on appelle le check-in. Le check-in, on appelle aussi la météo. On va arriver en disant « Mais dans quel état d'esprit je me trouve dans cette réunion ?» Ce qui va nous permettre d'identifier rapidement qui est dans l'état d'esprit positif et qui est dans l'état d'esprit négatif, pour plein de bonnes raisons. Mais on pourra derrière se dire, toi tu abordes la réunion avec un état d'esprit négatif, donc on va aborder les points différemment. On va peut-être essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas, et on va apprendre toutes tes remarques dans ce contexte de « ça ne va pas très bien aujourd'hui, et je suis énervé pour un point ou un autre ». Inversement, quand on est très positif, on pourra mettre des bémols en disant « tout est bien, tout est génial », peut-être allons creuser un peu plus, puisque là on est dans un esprit très très positif. Voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, on partage ensemble notre état d'esprit pour travailler ensemble dans la même longueur d'onde. Un autre point également, Marshmallow Challenge. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, avec des spaghettis et des marshmallows. L'idée est de construire une structure en spaghetti avec le marshmallow qui est le plus haut. Donc là, on va mettre en place un défi entre différentes équipes. Ça va permettre, encore une fois, de bouger et de faire comprendre les concepts du développement itératif, l'intérêt du développement itératif. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire bouger les gens et de rentrer dans un sujet et de réfléchir, prendre du recul après. Pour aller plus loin, on peut aller sur des jeux physiques, où là, on ne va plus avoir d'intérêt de message ou de team building, mais vraiment on se prépare, on s'échauffe. On peut faire des exemples de chaises musicales, par exemple. Ça paraît un petit peu anodin comme ça, mais en fait, une fois qu'on a fait ce petit exercice, qui va prendre 2-5 minutes, on aura des gens qui sont motivés, réveillés, et qui vont participer au débat. Donc on ne fait pas ça pour voir qui est le meilleur au basket, qui est le meilleur au foot. On fait ça pour motiver un peu tout le monde, pour qu'on ne s'endorme pas et qu'on se réveille au milieu de la réunion en se disant « Ah oui, moi j'avais peut-être un point, mais là j'étais pas dedans. » Si je peux me permettre, typiquement si vous faites vos rétrospectives le vendredi à 14h, ça c'est très très bien. Pour s'assurer que la digestion n'opère pas. Que les gens soient bien actifs. Si vous enchaînez directement, les gens arrivent, s'assoient, vous leur distribuez les post-it, c'est bon allez, vous avez 10 minutes pour m'écrire ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien.
tout le monde va piquer du nez, les idées vont pas venir, etc. Un bête petit exercice physique, ça réveille et les gens sont immédiatement actifs. Et moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps en tant que participant, alors dans un contexte totalement autre, sur un truc qui se faisait tard le soir dans le monde associatif, et on a fait juste un petit jeu physique pendant 3 minutes, et voilà, on était tous vannés après nos journées de travail, et tout de suite après, c'est bon, on était reparti, on était à fond, cerveau oxygéné, c'est parti, et on a dépoté. Donc effectivement, ça a l'air extrêmement accessoire, limite ridicule, pourquoi pas, mais au final, c'est méchamment efficace. Et sinon, on peut aussi arriver sur d'autres présentations qui sont des mini-formations ou des présentations où là, on va essayer de faire prendre du recul à l'équipe. Donc là, on va stimuler aussi l'intellect en disant, bah voilà, on est tout le temps dans les mêmes choses, on parle de notre petit sujet, de nos problèmes sur l'équipe. Et ben là, on va essayer d'ouvrir un peu le champ en disant, bah, au début, on va parler d'autres choses. On va parler d'une autre méthode, on va faire une présentation sur ce qu'a mis en place l'autre équipe, on va parler d'autres produits ou d'autres exemples de sociétés. Voilà, tout ça pour faire prendre un peu de recul et faire réfléchir. Encore une fois, l'idée c'est de se dire, on ne va pas rentrer bille en tête dans nos post-it sur notre problème à nous, on va élargir un petit peu le champ, et derrière, on sera productif sur la suite, parce qu'on aura stimulé un petit peu notre intérêt, notre enthousiasme. Ok ? Alors, d'autres conseils aussi sur l'animation, c'est pas mal de privilégier une animation tournante. Donc, on peut avoir une personne de l'équipe, c'est pas forcément la même. Donc très souvent, c'est le Scrum Master qui prend cette charge. Mais pourquoi ne pas la déléguer à une autre personne de l'équipe qui a vu, qui sait, et le faire tourner? On peut aussi appeler une personne extérieure. Donc on en parlait dans le cadre des rétrospectives avec invité. Un œil extérieur qui a d'autres façons de faire, qui va poser des questions différemment. Ça peut aussi renouveler les choses dans l'équipe. On a toujours la même personne qui a sa façon de faire. Bon là, on a quelqu'un qui a avec son regard extérieur, ses autres habitudes, ses autres réflexions, eh bien, voyons ce que ça donne. Ça va apporter un regard neuf. On peut avoir plusieurs personnes aussi. Plusieurs personnes qui interviennent à tour de rôle sur des rôles bien établis. Encore une fois, il s'agit d'être efficace et pas de dépasser le temps imparti, mais d'avoir plusieurs personnes qui se relayent pour animer notre rétrospective, ça va donner du dynamisme. Et ça va donner des points de vue différents. Et enfin, on peut aussi déléguer la gestion du temps, parce que souvent, on se laisse emballer dans l'animation, et avoir une personne qui nous aide en disant attention là, on a dépassé notre activité, on fait timekeeper, pour dire là, c'est bon, on est en dehors du cadre, allons-y, on se concentre. Donc là, avoir quelqu'un dédié à ça, c'est aussi une bonne idée. Et enfin, varier les formats. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché. On a vu qu'il y avait beaucoup de formats de rétrospective. C'est important de les varier souvent. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre l'habitude de ne pas avoir d'habitude. Quand on voit des équipes qui ont fait 5-6 rétros sur le même format, ils ont du mal à changer, parce qu'ils sont un petit peu formatés sur cette chose-là. Quand on a une équipe qui a l'habitude de changer régulièrement de format, ils vont d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire? Dans quel but on le fait? Très bien, expliquez-moi l'exercice, je sais globalement ce qu'on veut obtenir à la fin, on va obtenir mon avis, mais quelles sont les règles du jeu? Quand on a trop l'habitude du même format, on ne se pose plus la question, on répond directement les mêmes choses de d'habitude. Donc, on fait un speedboat et les gens vont nous coller du keep drop start. Voilà, ils n'ont pas compris, ils ne se sont pas posé la question, d'habitude on fait ça. Pourquoi faire différemment? Là, on va vraiment avoir l'habitude de changer nos formats, donc on va toujours se poser la question au début, qu'est-ce qu'on veut avoir? Donc on ne rentre pas dans une routine, on ne voit pas les problèmes que d'un seul axe, on se dit mais quel est l'axe qu'on va aborder aujourd'hui? Pourquoi on fait l'exercice? Donc on va pouvoir renouveler nos idées et renouveler nos façons de voir les mêmes problèmes. Donc on ne tombera pas dans la même routine. Alors, d'autre part, les rétrospectives, ça peut aussi être un excellent moyen de faire du team building. D'accord? Alors, l'expression team building est peut-être un petit peu galvaudée, néanmoins, la rétrospective, c'est quelque chose qui nous aide à donner un esprit de corps, à donner un esprit d'équipe. On n'est plus des individualités, chacun en train de travailler sur notre ordinateur à cracher du code ou à écrire des specs ou à faire des tests ou quoi que ce soit. On est une équipe qui travaillons ensemble pour résoudre des problèmes. D'accord? Et donc, ne serait-ce que pour ça, la rétrospective aussi est extrêmement intéressante. Ça permet de fédérer les gens sur des problématiques et de fédérer les gens sur de la recherche de solutions. Hein, encore une fois, l'idée, ce n'est pas juste de se lamenter sur des problèmes, c'est de trouver des solutions. Ça, si je puis me permettre un petit exemple. Moi, j'ai vu des équipes qui étaient en fin de projet.
quand on est en fin de projet, qu'on commence à terminer les choses, on se dit ça sert à rien de trouver des choses pérennes. Et bien par la rétrospective, on a pu se dire on va construire l'équipe, et plutôt que de se dire construisons des choses pérennes pour l'année prochaine ou dans 3 ans ou dans 5 ans, fédérons l'équipe et voyons comment résoudre au mieux les échéances courtes qu'on a. Comment finir le projet proprement. Donc là, c'est un élément très important aussi de la rétrospective. On ne se projette pas forcément loin, mais on est en équipe, on est soudés, on trouve les solutions ensemble. Bon, alors c'est très bien tout ça, effectivement, on est soudés, on trouve des solutions, on identifie des problèmes, on anticipe des risques, bon, ok, mais concrètement derrière, une fois que j'ai fini ma rétrospective, il se passe quoi? Donc il faut effectivement prévoir des actions concrètes. Si on a parlé pendant 1 heure ou 1 heure et demie de problèmes que l'on rencontre et qu'à la prochaine rétrospective, on parle exactement des mêmes problèmes que l'on a rencontrés et que rien ne s'est passé entre les deux, on va démobiliser les équipes. Donc, il nous faut des actions concrètes. Et donc, le but d'une rétrospective, c'est d'avoir un plan d'action. Ça doit vraiment être votre livrable. C'est votre élément de sortie d'une rétrospective. Vous ne sortez pas de rétrospective sans avoir un plan d'action. Sinon, rien ne se passera. Alors, le plan d'action, il y a quelques petits points à prendre en compte. Donc, le plan d'action, déjà, il va forcément être limité. Si je sors d'une rétrospective avec 153 actions à accomplir pour les 2 semaines à venir, je ne les ferai pas. D'accord ? Je ne ferai rien. Et ça va être démobilisant, encore une fois. On avait prévu des choses, on n'a rien fait du tout. Bon, ça ne sert à rien de prévoir des choses, laissons tomber les rétros. D'accord ? Donc, le plan d'action doit être réaliste et atteignable. Réaliste, ça veut dire donc un nombre limité d'actions. Lesquelles on va prioriser nos actions. D'accord ? On va mettre en avant les actions qui ont le plus de chances d'apporter des bénéfices. Les actions qui vont apporter les plus grands bénéfices. Les actions qui vont nous permettre de résoudre les problèmes les plus impactants. Qui vont nous permettre de lever les risques les plus importants. Et puis on va essayer aussi de d'avoir un plan d'action harmonieux. J'anticipe un petit peu sur ce qu'il y a plus bas. En effet, notre plan d'action, ça ne veut pas dire le Scrum Master va tout faire. Ok ? Il faut que l'équipe s'approprie ce plan d'action. Si on a réfléchi collectivement à des solutions à mettre en place, on va mettre collectivement ces solutions en place. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir pour chacune de nos actions un acteur identifié. Un objectif concret, éventuellement un délai de réalisation. D'accord ? Et c'est important aussi, donc quand on va prioriser, on va essayer de s'assurer de trouver des actions pour tout le monde. Que ce ne soit pas uniquement la même personne qui se retrouve avec les 6 actions à faire. Alors peut-être que dans certains cas, on ne pourra pas faire autrement, mais en tout cas, il faut bien garder ça en tête. Et on a plus de chances de voir nos actions aboutir si chaque personne de l'équipe se retrouve avec une action à accomplir dans les 2 semaines. D'accord ? Donc il faut bien jouer avec nos acteurs. Donc ensuite, et c'est là où je risque le ridicule et je compte sur toi, nos actions doivent respecter l'acronyme SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est l'atteignable qui manque toujours, je sais pas, j'arrive pas à le... Voilà, bon. On va passer rapidement sur le SMART. On revient sur ce que tu as dit. Il y a le côté peut-être mesure qui est intéressant. De se dire, pour chaque action, on va avoir une mesure qui va nous permettre de dire on l'a atteint ou pas. Par exemple, un objectif qui n'est pas bon, c'est de se dire on va améliorer les performances de notre site. Ça, on ne peut pas le mesurer. Ça n'a pas de sens. Donc, pareil, on va améliorer notre livraison en prod. Là, on ne pourra pas dire. L'améliorer, comment on peut le mesurer? Donc là, on va se fixer des objectifs concrets. On pourra dire, là, je le mesure. Il faut qu'on ait notre livraison en moins d'1 heure, par exemple. Là, on pourra dire, c'est moins d'1 heure, c'est plus d'1 heure. Ah, l'idée, effectivement, derrière ce mesurable, et là, on revient, je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure du PDCA, la route Deming, etc. Derrière l'idée du PDCA, c'est on part d'un état de base qu'on a mesuré, identifié, on cherche à améliorer notre mesure, donc on met en place une action, et une fois que l'action est mise en place, on voit si effectivement elle a amélioré quelque chose. D'accord ? Donc typiquement, si le truc c'est il y a beaucoup trop de bugs en prod, on devrait changer notre manière de faire une recette, très bien, ok. Comptons actuellement combien on a de bugs en prod qui se déclarent par semaine,
faisons des choses et comptons combien on a de bugs en prod qui se déclarent par semaine, un mois plus tard. Voyons si ce qu'on a mis en place, ça a servi à quelque chose ou pas. D'accord? Donc effectivement, mesurer, ça peut être excessivement intéressant. Pour revenir sur le spécifique également, le spécifique, ça veut dire qu'on est capable de réaliser l'action. Une action qui doit être faite par une autre équipe ou un autre intervenant, bah, on ne va pas la prendre. Parce que du coup, elle ne dépend pas de nous. Donc là, on s'engage sur des choses sur lesquelles on n'est pas maître. Donc là, c'est toujours intéressant de se dire, elle est spécifique, nous, on peut la porter, on peut la faire. Enfin, notre plan d'action, il va être suivi. Parce que si on prend des actions tous ensemble autour de la table, et puis qu'on n'en parle plus dès qu'on a quitté la salle de la réunion, eh ben, elle ne risque pas de se réaliser. Donc on va le suivre. Pour le suivre, on va par exemple afficher notre plan d'action sur le tableau blanc. Et pendant le DSM, on va en parler. Ok. Et au final, là, les actions d'amélioration, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on a pu les mettre en place? Oui, non. Est-ce qu'il y a des blocages? Éventuellement jouer des escalades? Mais en tout cas, il faut vraiment le suivre. Donc il faut le rendre visible et il faut en parler régulièrement pour s'assurer que les actions soient effectivement menées. Dans les faits, c'est très souvent ça qui manque. Alors, quelques conseils. Donc, encore une fois, c'est important que le Scrum Master ne porte pas toutes les actions tout seul. C'est important que l'équipe s'approprie son plan d'action, son processus, ses améliorations. Alors, on va essayer, autant que faire se peut, de trouver des volontaires. Et puis, des fois, pourquoi pas tirer les responsables au sort, faire organiser une loterie des plans d'action. En tout cas, c'est important que les gens s'impliquent dans le processus. Encore une fois, hein, si je dis que je vais faire les choses, si je fais les choses, non seulement elles vont être mises en place, mais elles vont rester pérennes dans la durée. Alors que si quelqu'un m'impose de faire des choses, je vais le faire un sprint de sprint, et au final, rien ne se passera, enfin, on va revenir aux anciens travers. Donc c'est important de trouver des moyens d'impliquer tout le monde dans l'équipe. Donc trouver des volontaires, en discuter ensemble, pourquoi pas tirer au sort, ce qui peut même donner un petit côté ludique à l'amélioration continue. En tout cas, voilà, impliquons l'équipe, les différents membres de l'équipe. L'avantage de tirer au sort, c'est que c'est pas quelqu'un qui va imposer les choses. On se dit, voilà, c'est la chance qui va décider. Et donc on se dira, bah voilà, c'est tombé sur moi cette fois-là, ça tombera sur quelqu'un d'autre la prochaine fois. Donc on va vraiment se dire, c'est au hasard, d'un point de vue injustice, mais la même injustice pour tout le monde, et on tombe dessus. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est tombé sur cette personne. Voilà. Et donc, on a notre plan d'action, la rétrospective d'après. Commençons par analyser le plan d'action précédent. Ok, on s'était dit tous ensemble que on allait faire ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, non. Si on l'a fait, alors déjà, si on ne l'a pas fait, pourquoi? Alors peut-être que c'était pas possible au final, que c'était pas atteignable, ou qu'on n'a pas eu le temps, ou que bon. Mais dans ce cas-là, si on ne l'a pas fait, il faut se poser la question de est-ce qu'on tente de le refaire pour la fois d'après ou est-ce qu'on abandonne l'idée? Et puis, si on a mis au point notre action, si on a mis en place notre action, est-ce que ça a apporté un résultat intéressant? Donc là, on a tout l'intérêt du mesurable. Est-ce que mettre ce point de synchro, c'est réellement bien? Est-ce que mettre en place cette techno, ça a apporté les bénéfices attendus? Oui, non. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? D'accord? Donc, on doit commencer une rétrospective par l'analyse du plan d'action de la rétrospective précédente. Alors, ça ne sert à rien d'y passer des heures. 5 minutes, 10 minutes, ça peut largement suffire. Mais encore une fois, il faut balayer et regarder ce qui s'est passé. Ce qui peut, au passage, si le plan d'action s'est bien déroulé, faire partie de la célébration des succès. Et donc, c'est ce que je disais, si on n'a pas pu mettre en place une action, ou si l'action n'a pas apporté les fruits qu'on en attendait, donc identifier pourquoi j'ai pas pu le faire, ou pourquoi ça n'a pas donné le résultat attendu. Et des fois, en analysant ce pourquoi, on va trouver une nouvelle piste d'amélioration. Okay, donc éventuellement, effectivement, on peut se dire, non, on ne peut pas, et malheureusement, on ne pourra pas. D'accord. Je voulais mettre en place telle nouvelle techno, mais on n'a pas, voilà, j'ai fait l'étude, etc. Et puis on n'a pas l'argent pour la licence, ok, on laisse tomber, on passe à autre chose. Enfin, des fois, on ne peut pas faire les choses et on va s'en rendre compte en essayant de les faire. Bon, ok,
il faut en prendre acte tous ensemble, et on laisse tomber. Et puis éventuellement, ok, en faisant comme ça marchait pas, mais on va essayer un chemin de contournement et essayer de trouver une autre manière de mener notre action. D'accord ? Donc c'est pas parce que les choses ne se sont pas faites qu'elles ne se feront jamais. Il faut analyser, essayer de voir s'il y a moyen de reprendre nos actions d'une manière ou d'une autre. Faut pas négliger ce point-là, d'en parler, parce qu'on disait dans les premiers exemples qu'on a donnés, on dit ça tourne en rond, on propose les mêmes actions sans arrêt et rien n'aboutit. Donc tout ça, c'est parce que très souvent on se dit en fait, on a fait le deuil de l'action, on veut pas la faire, mais on n'ose pas le dire à l'équipe. Là, c'est un point intéressant de se dire, on regarde ensemble, on voit que ça n'a pas marché, on voit qu'on avait des espoirs qui n'ont pas réussi. Eh bien, très bien, on en prend acte avec tout le monde. Et c'est pas la peine de revenir avec ces mêmes actions à chaque fois. On dit collectivement, là, on n'a pas pu, ou du moins pas de cette façon-là. Donc soit on trouve une autre façon d'y arriver, soit on en fait le deuil. Mais on le dit et on le précise à tout le monde, pour éviter les déceptions. Et donc, on a beaucoup parlé des rétrospectives. C'est une manière de mettre en place de l'amélioration continue. C'est une manière, mais ce n'est pas la seule. Donc, on a ces rétrospectives, c'est très bien, mais on peut faire d'autres choses. Donc, on peut se dire qu'on peut penser plus loin que l'équipe. L'équipe, c'est très bien, il y a son spectre. On peut aller plus loin que ça. Donc, on en parlait au niveau des rétrospectives avec invités, mais on peut encore aller un peu plus loin. On peut étendre nos rétrospectives. Qu'on peut se faire de temps en temps, donc après il faut bien définir la fréquence, mais se faire une rétrospective avec tout un service, tout un département. Et voilà, nous, dans notre périmètre de l'équipe, on a eu telle problématique, etc. Maintenant, si on élargit, au niveau du service, quel problème on a eu? Au niveau du département, qu'est-ce qu'on a eu? Au niveau d'un ensemble d'équipes qui travaillent ensemble. Voilà. Et on va se focaliser, bien sûr, dans ce cas-là, sur les problématiques communes. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais on a un autre niveau de rétrospective et d'amélioration continue. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle les communautés d'intérêt et les communautés de pratique. Là, l'intérêt, c'est de dire on va dépasser le cadre de l'équipe et on va discuter avec des gens qui ont les mêmes pratiques ou les mêmes intérêts que nous et on va discuter ensemble de leurs problématiques et de leurs solutions et de leurs outils. Donc on va pouvoir profiter de retours d'expérience et de bonnes pratiques. Donc typiquement, mettre en place une communauté de pratique de Scrum Master, ça peut être très enrichissant. C'est-à-dire, nous, dans notre équipe, on a eu telle problématique, on a mis en place telle chose, ça n'a pas marché pour telle raison. Du coup, on a changé en mettant en place un nouvel outil, et là, ça marche très bien. Et bien, on prend les idées des autres. On peut avoir des mêmes problématiques, surtout si on a la même organisation. Au moins, on a ces retours d'expérience. Et ça va nous éviter des écueils, et ça va aussi faire émerger de l'innovation. On n'avait pas du tout pensé à cette solution dans notre équipe. Donc, on pourra l'amener au sein de l'équipe. J'en ai entendu parler par un tel qui a les mêmes pratiques que nous. Lui, il a fait comme ça. Essayons-le. Eux, ça marche. Peut-être ça ne marchera pas pour nous, mais au moins, nous avons l'idée. On peut aussi voir plus loin dans l'animation. Est-ce qu'on anime avec tout le monde? Et le côté ludification. Rentrer un petit peu dans les jeux, donc le côté qu'on appelle les serious games, des ateliers, qui vont nous permettre de rentrer dans une autre façon de faire et pour trouver les bonnes solutions. Donc là, on parlait des Innovation Games notamment, qui sont les fameux travaux de Luc Homan sur comment trouver l'innovation et les solutions pour tout le monde avec des aspects plus ludiques pour impliquer tout le monde. Voilà, on est complètement avec ces éléments-là qu'on peut voir au niveau d'un service entier, voire d'une entreprise entière. Quand on arrive sur des transformations agiles d'entreprise, souvent on arrive avec des concepts ludiques pour impliquer tout le monde, dire mais réfléchissez tous ensemble aux problèmes de l'entreprise et aux solutions que vous pourrez apporter. Donc fédérer tout le monde et avoir toutes les énergies ensemble. Et pour conclure, on va avoir notre rétrospective qui se pose vraiment au centre de notre amélioration continue. Donc c'est le cœur du process. S'il y avait une seule chose à garder dans Scrum, ce serait véritablement la rétrospective. Comment adapter notre façon de faire en fonction de ce qui marche et de s'améliorer en continu. On voit également qu'on a un très très fort bénéfice au fil de l'eau de nos rétrospectives. Et ne pas oublier que c'est un coût qui est relativement faible. On parle régulièrement d'une réunion toutes les 2 semaines, enfin ça dépend le temps de l'itération, mais voilà, grosso modo, c'est une réunion avec une partie de l'équipe, ou l'équipe, après le product owner ou pas, mais pendant 2 heures toutes les 2 semaines. C'est rien par rapport à ce que ça peut apporter dans le travail au quotidien et dans les bénéfices qu'on a. Donc toujours remettre ça en perspective, les impacts sont vraiment très importants par rapport au temps qu'on y investit. Et enfin, toujours garder ce dynamisme, cette attitude régulière de reposons-nous les questions pour faire émerger l'innovation. On a ce moment privilégié
où on peut faire émerger les bonnes solutions, les bonnes innovations qui vont nous aider à nous améliorer. Gardons ça en tête. Je redis un truc. Non, c'était magnifique comme Parfait. conclusion. Et donc on peut faire la conclusion bis, parce qu'elle était cachée. Une conclusion bis. Eh oui, il y a une conclusion bis. On parlait des concepts d'amélioration continue qui datent de plus longtemps que ça. Au Japon, les gens se posent la question du Kaizen. Et on s'est posé la question de notre côté de comment faire comprendre aux équipes qu'on accompagne les concepts d'amélioration continue et surtout la bonne manière de les mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant, on a créé nous-mêmes un jeu sérieux, un serious game, qu'on a appelé le Kaizen Game, labellisé SOAT, qui permet de mettre en avant une politique d'amélioration continue et de le faire de la bonne manière, donc en discutant avec les autres, en profitant de l'expérience de chacun et en étant suffisamment raisonnable pour ne pas tout faire d'un même coup, mais plutôt penser petit à petit, régulièrement, s'améliorer. Et prioriser. Et prioriser. Tout à Donc ça, c'est disponible sur notre site et puis on a des belles versions et on peut l'animer chez des clients. Et on Voilà. l'anime mardi prochain lors de la soirée du French Camboy User Group qui aura lieu Deuxième ici. pub pour la même soirée. Bah, voilà, mais c'est... En intro et en conclusion. Il est très fort. Ouais, on s'auto-sponsorise, c'est très fort. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des retours d'expérience, ce que vous voulez, des choses à dire? C'est votre moment. Ne soyez pas timide. Oui. Oui. Rétrospective au niveau service, etc. Vous avez essayé? Bah oui. Oui, on a déjà fait des... Alors, il y a plusieurs manières de l'envisager. Premièrement, tu peux de temps en temps banaliser une demi-journée avec tout le monde pour travailler sur un sujet commun. Travailler sur des notions de vision, par exemple. Moi, j'ai pu mettre ça en place chez un client, donc chez Eutelsat, où on a fait travailler toute la DSI sur donc avec des exercices d'Innovation Games sur la vision de la DSI, parce que voilà, on était en pleine transition agile et on a utilisé des techniques de rétrospective pour faire réfléchir tout le monde. En gros, la question c'était ok, bon, ça fait quelques semaines qu'on est chez vous, vous commencez à bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'agilité. Maintenant, on va essayer de se projeter tous ensemble et décrivez-moi votre service dans un an, une fois qu'il sera passé à l'agilité. Et ça permettait de réfléchir ensemble aux attentes des gens, à leurs craintes aussi. Voilà, et donc c'est une grosse rétrospective globale. Une rétrospective anticipatoire sur tout un service. Tout à fait. Il y a d'autres manières de faire aussi. Là, on est plus dans les notions de Scrum par exemple. La rétrospective, tu n'es pas non plus forcé d'avoir toujours tout le monde. Donc tu peux la faire plus large, mais pour qu'elle reste gérable, envoyer un représentant de chaque équipe, de chaque service, suivant ton organisation, mais la préparer un petit peu en avant, parler globalement, nous, nos problèmes, c'est ça, voilà, et puis, hop, envoyer ces personnes faire une rétrospective ensemble. Les rétrospectives de groupe aussi, ça peut être sur des gros projets, où j'ai plusieurs équipes qui collaborent, ou qui travaillent à la suite les unes des autres, et donc faire une rétrospective avec des gens que tu vas piocher à droite à gauche. Enfin, il y a plein de manières de les organiser. Oui, ça se fait très bien. Les faire à 50, c'est très rare. Moi, vraiment, des grosses journées comme ça avec plein de monde, je les fais très rarement et très ponctuellement et vraiment dans le cadre d'événements très spéciaux. Mais sinon, tu vas jouer avec des représentants. Donc, charge à eux d'être suffisamment au courant de ce qui se passe dans leurs équipes. Donc, instinctivement, tu vas plutôt aller chercher du côté des chefs de projet ou des Scrum Masters, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et puis, charge à eux, après, de redescendre les informations, les décisions, les actions au sein de leur équipe. D'autres questions, remarques, interrogations, choses à dire, envie de pizza? Concernant la technique du keep drop start, Ouais. vous disiez que chacun pose ses post-it, qu'ensuite on vote pour savoir quel thème on utilise, sur lequel on va parler, mais il faut dire que tout le monde se met d'accord sur justement ce qu'il y a à garder, ce qu'il faudrait commencer, ce qu'il y a à jeter. Comment on se met d'accord? Alors, on regarde quelque chose, une autre personne non, donc il y a déjà... Généralement, effectivement, des fois il n'y a pas consensus. Mais donc, concrètement et en version timeboxée, comment j'aurais tendance à animer un keep drop start? Bon, après, ça peut varier
Mais donc, pendant à peu près 5 à 10 minutes, tout le monde va écrire une idée par post-it, des trucs que je veux garder, des trucs que je veux dégager et l'innovation. Donc, une idée par post-it, autant de post-it qu'on veut. Ensuite, chaque personne, et c'est là où il va falloir être concis et où le recadrement peut être utile, chaque personne va venir présenter ses post-it et les mettre dans la colonne qu'il juge adéquate. Et donc là, l'idée, c'est juste de présenter le ticket en 2 mots et pas d'être déjà dans de la recherche de solutions. D'accord ? Donc on pose et on regroupe. On regroupe les choses. Et effectivement, il peut arriver que pour certaines personnes, telle action soit super intéressante et il faut la garder, et pour telle autre, non, il faut la supprimer. On les regroupe ensemble, c'est pas un problème. C'est un sujet qui n'est pas estimé de la même manière par tout le monde, mais c'est un sujet de discussion. Donc on les regroupe ensemble, on les met à la frontière entre les deux colonnes, mais on regroupe ça ensemble, c'est pas un problème. Et après, les gens vont voter sur les sujets sur lesquels on va parler. Alors, après, on n'est pas obligé d'être rigide. Si effectivement, moi, je suis l'animateur de la réunion et que je me rends compte que ce point-là, c'est vraiment du 50-50 dans l'équipe, qu'il y en a la moitié qui veut surtout pas y toucher, l'autre moitié qui veut à tout prix le garder et que ça crée des tensions et des polémiques, ok, j'interromps mon déroulement de type drop start et je transforme ça en session de problem solving sur ce point-là. Parce que ça semble être un point de cristallisation. Si je me sens un peu léger, je dis ok, ce problème-là, on le laisse de côté, la prochaine rétrospective portera uniquement sur ce sujet-là. Comme ça, j'aurai le temps de préparer un petit peu et de creuser si j'ai pas toutes les billes, si j'ai besoin d'avoir des données factuelles. Mais effectivement, on ne les oublie pas, mais c'est un sujet comme un autre sur lequel on peut parler. D'un point de vue un peu plus général, les actions qui ont été proposées en disant ça je veux le garder, ça je veux le commencer, ça je veux arrêter de le faire, c'est pas forcément celles-là qui vont être notre liste d'actions pour la suite. On peut très bien les reformuler ou dire on se pose la question et là on va générer le débat, on va dire est-ce que tout le monde serait d'accord pour transformer cet élément-là qui a été formulé d'une façon par une personne dans quelque chose qui irait à tout le groupe. Et là on va pouvoir les reformuler, peut-être en faire des complètement différentes parce qu'on aura généré le débat. Exposer en fait son sujet et indique dans quel cadre. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Les points auxquels il aura pensé. Après, bien sûr, on va l'exposer à tout le monde et on décidera tous ensemble. Et le point qu'on n'avait pas évoqué, que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait de faire du vote. Donc proposer aux gens, voilà la liste des actions qu'on pourrait mettre en place, sur lesquelles on sait qu'il y a une pertinence. Maintenant, chacun va pouvoir exprimer son avis de l'action la plus importante. On se dira, sur les votes, celle qui a recueilli le plus de votes est celle qu'on va choisir, l'ensemble de celles en tout cas que nous allons choisir. Pour ça, il y a une technique simple, ce qu'on appelle le dot voting. On va donner un stylo à chacun et ils vont les mettre, par exemple, ils auront 3 points à répartir sur l'ensemble des actions. Et on voit comme ça, en fonction du nombre de points positionnés sur notre post-it, c'est cette action-là qui est la plus importante au niveau de l'équipe. Très rapide, très pragmatique. On voit tout de suite, ça c'est l'équipe qui a décidé, il y a le plus de gens intéressés par cette action, on va la prendre. Les autres, on dira, on ne les prend pas pour l'instant, soit on en rediscute à la prochaine rétrospective, soit on les oublie pour l'instant. Ça ne concerne pas que la colonne start, ça peut être aussi... Non, c'est vraiment sur les actions, et notamment Alors, sur en fait, les actions de pérennisation. Plus que les actions, je pense en disant actions, tu peux mettre un peu de confusion. On va dire sur les sujets. C'est vraiment les sujets dont on veut parler, les sujets à garder, les sujets à jeter, et les sujets à essayer. On va vraiment décider ensemble en votant des sujets dont on veut parler, qui nous semblent les sujets les plus importants. Et ça peut être, on a mis en place cette réunion de synchro avec telle autre équipe, je veux qu'on en parle parce que je veux pas que ce soit un one-shot, je veux que ça dure. Ou ça peut être l'intégration plante tout le temps, il faut résoudre le problème. C'est un sujet. Et donc on vote, effectivement le dot voting ça marche extrêmement bien. Et on va parler des sujets, donc ça va nous permettre de classer nos sujets, peu importe où ils se situent. Le sujet qui a le plus de votes, c'est celui-là dont on parle en premier. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se timebox. Donc on va dire pas plus de 10 minutes par sujet. Et au bout de 10 minutes, il faut qu'on ait des actions concrètes à mettre derrière. D'accord ? Alors bon, des fois, on va se rendre compte que c'est du sujet extrêmement complexe et on va être obligé de déborder. Bon, après, on s'adapte au fur et à mesure de la rétrospective. Mais c'est vraiment ça l'idée. C'est j'ai ma liste des sujets qui a été choisie par l'équipe, peu importe où ils se situaient. On en parle ensemble et on met des actions derrière. Et je les traiterai peut-être pas tous,
Je les traiterai même probablement pas tous pendant ma réunion, parce que ma réunion est timeboxée, mais j'aurais parlé des sujets prioritaires, et en face de chacun des sujets prioritaires, j'aurais trouvé 1 ou 2 actions concrètes à mettre en place. Et à la limite, il vaut mieux pas qu'on ait parlé de tous les sujets, parce que si je parle de tous les sujets, je me retrouve dans le cas où j'ai un plan d'action de 153 actions à réaliser, et je ferai rien. D'accord ? Donc on priorise vraiment les choses. Les autres, ceux où il y a eu peu de votes, soit ils reviendront la fois d'après, et ce coup-ci, ça sera peut-être eux les problèmes prioritaires parce que les autres ont été évacués, soit peut-être qu'ils ne reviendront pas parce que c'était pas des vrais problèmes, ou peu importe. Je ressouligne ce que tu disais, on peut très bien se dire, ça, ce problème est trop complexe par rapport à notre fenêtre de temps, bien, on va en parler plus tard et en faire une rétrospective spécifique, parce qu'on a vu que c'était un vrai problème et qu'on n'aura pas le temps de le traiter en 10 minutes. Donc plutôt que de se dire, on ne le fait pas, ou de prendre 5 heures pour le traiter, eh bien, on en fait un point dédié. Beaucoup plus efficace. Typiquement aussi, on va avoir besoin d'un invité pour le traiter. Mais vraiment, je pense, les points d'entrée, en tant que point d'entrée, les rétrospectives exploratoires sont très très bonnes. Le Keep Drop Start ou tous ces dérivés sont très très bons, mais souvent ils vont nous permettre de lever des problèmes qui vont nous permettre d'organiser d'autres rétrospectives ciblées ou avec invités. Voilà. Et donc il ne faut pas hésiter, vraiment, quand on se dit... non, ce problème-là, on ne peut pas le traiter efficacement maintenant, ne le traitons pas maintenant. Mais on ne l'abandonne pas. Il est au programme pour dans 2 semaines. Ou on organise une réunion de crise spécifique si c'est vraiment la très grosse urgence. Mais il vaut mieux traiter le problème avec toutes les munitions nécessaires que le traiter imparfaitement avec les acteurs pas forcément adéquats sous la main. Et on aura moins de déception au niveau de l'équipe si on dit là, on n'en parle pas maintenant, on va se créer un point dédié avec toutes les mesures, que de se dire... Là, on en parle vite fait et on met ça sous le tapis. Donc là, on va avoir beaucoup plus d'adhésion. Si on dit, là, on n'en parle pas tout de suite, on sait que c'est un vrai problème, mais on a un point dédié. Donc on donne de la visibilité et on a vraiment planifié les choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques Sinon, je viens de... Vous les avez tous vus passer de toute manière. Les pizzas sont arrivées, donc on peut aller continuer à discuter autour de pizzas chaudes plutôt que de parler devant des pizzas tièdes.